Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Aujourd'hui, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez d'un sujet inflammable, la pétition contre la loi Duplon, qui atteint en ce début de semaine 2 millions de signatures. Oui Salomé, je vais vous lire un extrait de cette pétition. La loi Duplon est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Elle représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire et le bon sens. Nous sommes ce que nous mangeons et vous voulez nous faire manger quoi ? Du poison. Bon, Salomé, reconnaissons un certain style. L'étudiante qui a écrit la pétition a de la verve. Un peu moins, à mon sens, de nuances, puisque la question de la loi Duplon, vous savez, elle tourne autour de la réintroduction d'un insecticide, l'acétamipride, qui est de la famille des néonicotinoïdes. Voilà, c'est dit, on le dit une fois. Donc la loi Duplon veut les réintroduire en usage agricole dans des conditions bien précises. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites autour de cet insecticide, l'acétamipride. Et de ce que je comprends, il y a comme un consensus des études, évidemment avec différentes nuances, pour expliquer qu'il y a une forte probabilité qu'il n'y ait pas de danger pour l'homme. On ne sait pas exactement, mais a priori, il n'y aurait pas de danger pour l'homme. Et en tout cas, il y aurait beaucoup moins de danger pour les insectes, et notamment les abeilles, que les autres néonicotinoïdes qui sont responsables pour le coup de la très forte baisse des insectes depuis 40 ans. Donc pour vous, il n'y a aucune raison d'interdire cet insecticide ? Non, Salomé, je ne me prononcerai pas, je ne suis pas scientifique. Mais ce qui m'a intéressé dans le débat actuel, c'est à quel point le débat est inflammable, justement, sur cette notion d'incertitude. Notamment sur les questions de cancer, qui sont évidemment au cœur de la polémique. Il y a une probabilité apparemment très très faible. Donc sur certains animaux, il y a eu une petite réaction cancérigène, sur d'autres non. Évidemment, c'est pas amusé à le tester sur l'homme. Donc on ne sait pas exactement, mais a priori, il n'y a pas d'effet. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir pourquoi en France, tant d'émotions et un débat si virulent, alors que les autres pays européens ont tout à fait autorisé l'insecticide et que ça se passe très tranquillement. Et je crois en fait que c'est lié à la réception particulière du principe de précaution en France. Et vous voulez bien nous rappeler de quand date ce principe de précaution, Anne ? Ça fait des années, des décennies qu'on en parle en France. En fait, il a éclos dans le débat public suite au scandale du sang contaminé. Et ensuite, c'est le débat sur les OGM qui l'a ramené vraiment sur le devant de la table. C'est une promesse de Jacques Chirac d'introduire un principe de précaution. Il le fait en 2004 en intégrant une charte de l'environnement à la Constitution. L'article 5 du texte dispose que lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques, l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Bon, c'est compliqué. On comprend que l'idée, c'est que si potentiellement il peut y avoir un dommage très important, il y a un appel à la précaution. Bon, la précaution, ce qui est une vertu en effet personnelle et publique, et donc c'est institué dans la Constitution, il faut faire preuve de précaution. En soi, le principe de précaution a une application juridique limitée. En 20 ans, il a été cité moins d'une dizaine de fois par le Conseil constitutionnel, et d'ailleurs presque toujours pour écarter son application. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a pour autant profondément modifié l'appréhension du risque dans notre société. Et comment voyez-vous ce changement, Anne ? Mais je pense que pour bien le comprendre, il faut revenir à une distinction que posait l'économiste américain Frank Knight entre le risque et l'incertitude. Donc le risque, c'est quelque chose qu'on peut mesurer par la probabilité, tandis que l'incertitude, c'est une forme d'appréhension de la menace. Et l'appréhension de la menace, elle relève plus du domaine de la foi que du savoir. Et on voit qu'on a peu à peu basculé justement vers cette question de savoir quelle est la menace, comment appréhender la menace. Pour définir cette menace, la science est beaucoup plus démunie. Et la grande question, c'est de savoir pourquoi, en effet, en France, donc le pays de Descartes, la transition a été si complète. Un autre économiste américain permet de réfléchir au principe de précaution, c'est Ellsberg, donc qui a travaillé lui sur la théorie des décisions. Il a un paradoxe très intéressant, Ellsberg, qui date des années 60. Donc l'aversion des hommes face à l'ambiguïté est supérieure à leur aversion au risque. Donc dans ces conditions, nous préférons toujours affronter une situation au risque connu plutôt que d'être soumis à l'incertitude. D'où cette espèce de parano face au risque. Ça fait 20 ans que le principe de précaution est arrivé. On ne peut pas dire que sur le plan environnemental, il y a eu des améliorations extraordinaires. Si on regarde ça avec un peu de recul, le réchauffement climatique n'a fait qu'accélérer et la dégradation de la biodiversité également. On peut dire qu'il n'a pas été assez appliqué. Et moi, je me demandais si, à contrario, le fait que toute notion de risque ait été à ce point écrasée n'a pas participé aussi à cette dégradation de la capacité des hommes, justement, à lutter contre le réchauffement climatique. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé.
Phytothérapie, acupuncture, hypnose, de multiples pratiques non conventionnelles mais progressivement validées par la science méritent une attention particulière. Le Figaro Santé fait le point sur ces thérapies alternatives. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé, actuellement chez votre marchand de journaux.